Bonsoir, M. Fontaine. Bonsoir, M. Denis. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Vraiment content que vous ayez accepté cette invitation. Dans un premier temps, je tenais à souligner votre courage et votre posture face à votre ordre professionnel, entre autres pour parler de votre lettre ouverte au barreau du Québec. C'est vraiment une force de caractère, je pense, un courage. Très, très peu de gens ont été là où vous êtes allés et très, très peu de gens se sont tenus jusqu'à peut-être même démissionner de leur ordre professionnel par conviction par rapport à des façons de faire à l'intérieur de cet ordre professionnel. Pourquoi avoir écrit cette lettre ouverte et quelle a été votre motivation quelque temps après la soi-disant pandémie pour démissionner? Je vais commencer par répondre peut-être au sujet de mes motivations, puis peut-être après répondre sur la lettre. Donc, moi, j'ai été très actif pendant la crise COVID. Donc, je me suis impliqué dès le début avec Réinfo Québec. Après ça, j'ai représenté des professionnels qui étaient poursuivis en discipline. J'ai aussi, comme vous l'avez dit, participé à la commission citoyenne, c'est-à-dire que j'ai interrogé moi-même sous serment des experts de calibre international. J'ai interrogé des victimes de la vaccination. Donc, j'ai été très, très, très impliqué et j'ai vu des choses vu mon implication, que la majorité des gens ne savent pas. Bon, et maintenant, j'ai dû faire un examen de conscience après toutes ces années-là. Donc là, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de débat. J'ai constaté que le débat était systématiquement refusé par les tribunaux. Et je sais pourquoi ce débat-là n'est pas entendu. C'est que si ce débat-là était entendu, ce serait dévastateur là, pour le récit officiel. Donc, autrement dit, vu mon travail, mon implication, j'ai vu des choses, j'ai vu le mensonge. Et je n'ai pas peur de le dire, j'ai vu un récit là, trompeur qui a été en fait forcé sur une population là, qui était complètement en état de choc. Donc, j'étais dans une position privilégiée de voir tout ça. Est-ce qu'on vous a réprimandé par rapport à vos prises de position ou les personnes que vous avez défendues alors que vous pratiquiez à ce moment-là? Personnellement, j'ai fait l'objet d'une enquête là, à un moment donné après avoir donné une entrevue à Samuel Grenier, là, si je me souviens bien. On avait parlé d'un dossier où je représentais un infirmier auxiliaire là, qui était poursuivi en discipline, M. Sébastien Cormier, qui m'autorise à parler de son dossier, là, évidemment. On est toujours en contact. Donc, on avait parlé de son dossier durant une émission de Samuel Grenier et j'ai fait l'objet d'une petite enquête là, qui a été fermée par la suite. Mais pour plusieurs avocats, ça aurait été suffisant peut-être pour faire un pas en arrière puis dire « OK, là, je touche plus à ça, là, je rentre dans les rangs », ce qui est pas mon profil. Mais peut-être pour continuer ma réponse, là, pourquoi j'ai choisi de démissionner. Donc, j'ai fait un examen de conscience là, récemment et je me suis dit OK, j'ai l'obligation, j'ai prêté un serment en 2013, là, il y a à peu près 11 ans quand j'ai joint la profession d'avocat. Et j'ai prêté le serment d'agir avec honnêteté, d'agir avec intégrité. J'ai fait le serment de respecter l'autorité des tribunaux. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois des tribunaux qui répriment toute forme de dissidence. OK? On l'a vu, en fait, je pourrais donner des exemples pendant longtemps, mais on a vu les camionneurs, on a vu les gens qui ont manifesté leur désaccord avec les décisions gouvernementales. J'ai vu aussi, c'est ça, donc je l'ai dit tantôt, les tribunaux qui refusent le débat. Donc, je l'ai vu, le mensonge, puis vu que je dois agir avec honnêteté, bien, je me dis, OK, il faut que je dénonce ce mensonge-là. Et en faisant partie de cet ordre-là, je ne veux pas être complice de tout ce qui s'est passé. Et vous me demandiez aussi pourquoi j'ai choisi d'écrire une lettre. Écoutez, j'aurais pu démissionner sans faire de vagues, en restant silencieux, puis personne ne l'aurait su. Bon, je me suis dit, je ne démissionnerai pas 2 fois du barreau, donc tant qu'à démissionner, je vais partager mon histoire. Donc, ce que moi je sais, ce que j'ai constaté après 4 ans là, d'analyse de toute cette situation-là, je vais le condenser sur une lettre de 3 pages et je vais essayer de passer mon message. Oui. Lettre qu'on mettra d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo pour encourager les gens justement à voir l'ampleur de ce que vous avez écrit parce que c'est bien ficelé ce que vous avez écrit. Monsieur Fontaine, comment le barreau a-t-il
selon votre expérience, contribué à ce que les avocats endossent le narratif du gouvernement? Oui. Oui, c'est une bonne question, mais en fait, je pense que le barreau n'a pas eu tant que ça à contrôler ses membres. C'est-à-dire que les membres ont été, comme tous les citoyens, ont fait l'objet d'une propagande d'une intensité là, jamais vue. Là. Donc, les avocats qui sont au barreau, puis pour la plupart, qui sont d'excellentes personnes, hein, je ne veux pas porter de jugement sur ces personnes-là personnellement en tant qu'individus, mais ils ont fait malheureusement l'objet d'une campagne de propagande. En fait, moi, j'aime l'appeler maintenant une opération psychologique, parce que je trouve que c'est l'expression qui convient le mieux, une opération psychologique. Donc, ils ont été victimes, les avocats membres du barreau, de cette opération psychologique-là eux-mêmes. Donc, on n'a même pas eu besoin de leur mettre, on leur a pas mis un gun sur la tempe, là. Ils ont suivi le courant. Après ça, moi, les courriels du barreau, je les lisais déjà pas, mais probablement qu'on nous a écrit des choses comme « Faites attention de respecter vos obligations déontologiques quand vous vous exprimez sur les méchants réseaux sociaux. » Il y a sûrement des communications comme ça qui ont été faites. Je sais qu'il y a eu des communications semblables qui ont été faites aux médecins, par exemple, par le Collège des médecins, parce que j'ai reçu de médecins que je connais, là, entre autres par Réinfo. Ouais. Donc, je les ai vus, ces courriels-là. Donc, le Collège des médecins disait aux médecins, faites ci, faites ça, prescrivez ci, prescrivez pas ça. Donc, ça, je l'ai vu, là, je peux en témoigner. Pour ce qui est des avocats, j'efface les courriels. Ouais. Donc, mais je pense que l'explication, c'est tout simplement la propagande. Comme je vous dis, c'était du jamais vu. Donc, il n'y avait pas de discours alternatif qui était permis. Vous comprenez? Mais déjà, il me semble, dans la pratique du droit, c'est à l'opposé de ne pas permettre, justement, d'aller voir la face B de ce qu'on nous dit. Il me semble que dans le droit, il faut regarder toutes les avenues. Fait que le fait qu'on n'ait pas permis aux avocats de s'exprimer sur un re-questionnement possible, parce que c'est votre emploi de remettre en question des choses pour pouvoir être capable de trouver la vérité dans quelque chose. Fait que le fait de ne pas l'avoir permis, n'est-ce pas là une forme de manipulation ou d'ingérence dans la pratique du droit? Oui, ça l'est. Et je me suis beaucoup posé la question. Je me disais, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je vois... encore une fois, mon code de déontologie m'impose de pratiquer dans le respect des droits de la personne, le respect des droits fondamentaux de la personne, les droits et libertés fondamentaux, le respect de la personne. Et là, je vois nos droits qui sont bafoués comme ça, arbitrairement, comme jamais vu auparavant. Hein? Absolument. Et là, je vois tout le monde qui embarque là-dedans. On a été enfermés chez nous pendant un couvre-feu, ce qui était évidemment l'équivalent d'une assignation à domicile. Donc, on était emprisonnés chez nous. Ouais. Et là, personne ne parle de ça. Je vous avoue que j'ai encore du mal à comprendre. Oui. Avez-vous des collègues qui ont remis le narratif du gouvernement en question puis qui ont décidé de se conformer pour conserver leur emploi? Puis que pensez-vous d'eux aujourd'hui? Oui, il y a des personnes il y a des avocats qui ont remis en question. Entre autres, on a, avec un petit groupe d'avocats de Réinfo, on a fait une conférence publique là, en novembre 2021, si ma mémoire est bonne. Donc, déjà, on avait 5 avocats qui ont pris oui, c'est ça. Puis allez voir ça, ceux que ça leur tente, c'est toujours disponible. Ouais. Donc, 5 avocats du Barreau du Québec qui ont dénoncé, on était en pleine urgence sanitaire, enfin, on se comprend, là? Oh oui. En plein, voilà. Donc, on a pris la parole. Donc, il y en a qui l'ont fait, là. Mais on n'est jamais passé dans les médias dominants. Et voilà. Puis il y a d'autres personnes que je connais, oui, qui, en privé, questionnent. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense. Ouais. Ils questionnent en privé, mais pour toutes sortes de raisons, des obligations familiales, travail, ils veulent garder leur emploi, tout simplement. Et on l'a vu durant la crise, c'est que dès que quelqu'un osait remettre en question le récit officiel, les conséquences venaient, mais immédiatement. Donc, quelqu'un qui est dans un bureau, une entreprise ou quoi que ce soit, ah ben là, un anti-vax, un complotiste, ces gens-là se sont fait mettre dehors, là. Oui. Comment et pourquoi, selon vous, le barreau semble ou semblait protéger davantage les intérêts particuliers des gouvernements, des lobbies, des sociétés, plutôt que les intérêts du public qu'il est censé servir? Quels sont les intérêts que semble défendre maintenant le barreau du Québec? Oui.
Écoutez, dans ma lettre, là, je suis je suis assez direct. Assez hein. direct. Donc, dans le fond, ce que je dis, c'est qu'on a la confirmation. Puis ça, on pouvait s'en douter, hein, puis c'est pas moi qui invente ça. Là. Quand j'étais à l'UQAM, au bac en droit, on avait un cours d'introduction au droit où on analysait un texte d'un professeur de Harvard, Duncan Kennedy, qui a reçu d'ailleurs un doctorat honorifique de l'UQAM, donc hein, c'est pas un complotiste, et qui lui dit que, essentiellement, la profession est extrêmement hiérarchisée, puis elle est là pour soutenir un pouvoir, le pouvoir qui est en place. Et les avocats font partie de cette organisation-là qui est au service d'un certain pouvoir. Mais là, on en a eu la confirmation. On s'est rendu compte que le barreau, qui est supposé d'avoir comme mission de protéger la population, hein, c'est ça, les ordres professionnels sont là pour supposément protéger le public. Et là, on a la confirmation. C'est plus de la spéculation. Là, on a eu la preuve. C'est un fait. C'est un fait, c'est ça. On a vu qu'ils sont là pour protéger des intérêts autres, des intérêts particuliers. Hein, c'est quoi? C'est l'industrie, c'est le... Big Pharma. Bon, c'est ça. En gros, c'est ça. Ça peut paraître cynique, mais c'est la conclusion. On est ici, on veut diffuser la vérité au cœur de l'actualité. Un fait, c'est un fait. Si c'est ce qu'ils ont fait, on veut le savoir, puis on veut comprendre pourquoi ils ont fait ça aussi. Oui. Y a-t-il eu ou y a-t-il encore, selon vous, de la corruption à l'intérieur du barreau du Québec pour avoir permis d'exiger cette censure chez les avocats? Oui, écoutez, j'ai pas de preuves directes de quoi que ce soit, par exemple de corruption de fonctionnaires ou quoi que ce soit. On a juste des preuves circonstancielles. On voit que, voilà, tous les avocats la plupart des avocats se sont couchés, ont obéi aux ordres. Je peux pas... On peut juste spéculer. Est-ce qu'on devrait souhaiter une réforme dans le barreau du Québec dans ce cas-là? Écoutez, moi, j'ai choisi de démissionner, c'est parce que je pense qu'il y a... la réforme n'est pas possible. Les choses sont allées beaucoup trop loin. Ouais. Et c'est pas juste le barreau, là, on parle beaucoup du barreau. Là. C'est répandu dans tous les ordres. Le Collège des médecins en particulier. Entre autres. Oui, puis même en particulier, parce que c'est vraiment eux qui... puis les médecins jouissent tellement d'une reconnaissance dans notre société, hein, c'est presque des demi-dieux. Ouais. Et qu'est-ce qui va arriver avec le Collège des médecins? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'une réforme puisse corriger là, ce qui s'est passé. Ouais. On a juste à penser à la... Et je l'évoque dans ma lettre, je n'ai pas peur d'en parler, la surmortalité qui est corrélée parfaitement avec le déploiement des différentes vagues d'injection des produits là, qu'on nous a présentés comme étant des vaccins. Qu'est-ce que ces ordres professionnels-là vont faire? Ils peuvent plus faire marche arrière. Ils sont allés beaucoup trop loin. Il y a tellement de personnes qui ont collaboré avec cette opération-là gigantesque. J'ai de la misère à croire. Donc, vous me demandez, est-ce qu'une réforme? Je ne sais pas quoi répondre. Je pense que c'est allé beaucoup trop loin. Ouais. Comment le barreau gère-t-il la liberté d'expression des avocats, particulièrement dans le cas où leur opinion diverge des positions officielles par rapport à un narratif que les gouvernements, les médias, les médecins ou les autres professionnels préconisent ou poussent? Bien, encore une fois, comment ils gèrent ça, le barreau? Je ne lisais pas leur courriel. Par contre, je suis allé sur le site du barreau avant de démissionner, juste pour voir la procédure de démission. Et là, je suis tombé sur un article où il disait « Attention les avocats, soyez prudents quand vous vous exprimez sur les réseaux sociaux. » Donc, on leur fait passer toujours un message, là, tu sais, tenez... Mais c'est toujours subtil, on ne vous dit pas, hein, ne critiquez pas les vaccins ou ne critiquez pas... faites preuve de prudence, respectez vos obligations déontologiques, mais ce que ça veut dire, en filigrane, c'est faites attention sur les réseaux sociaux, critiquez pas trop le récit dominant. Ouais. C'est ça qu'on lit entre les lignes. Est-ce que, selon vous, il y aurait eu un lien entre les hausses salariales des juges qui ont passé de 22 à 50 % alors que le gouvernement voulait limiter celle-ci à 9,3 % en 2022 et le silence espéré de ceux-ci dans les causes COVID? Vous me posez une bonne question. J'ai même pas suivi ce dossier-là. Les juges, évidemment, ont des très bonnes conditions. Là. Est-ce que ça peut avoir un lien? Et c'est étrange qu'en 2022, soudainement, on les augmente entre 22 et 50 % alors qu'on commence à avoir de plus en plus de cas devant les tribunaux qui vont pour se défendre de ce qu'on leur a fait subir.
puis soudainement, on leur donne une augmentation de 22 à 50 %. Est-ce que c'était pour acheter à quelque part leur silence? J'en ai vraiment aucune idée. Il pourrait y avoir un lien, il pourrait ne pas en avoir. Je pense que même s'il n'y avait pas eu d'augmentation, comme je vous dis, il y a tellement un respect de la hiérarchie au sein de la profession, il y a tellement un conformisme. Et comme je vous dis, puis les juges aussi, pas juste les avocats, les juges aussi regardaient les nouvelles le soir, regardaient les conférences de presse de Legault et les autres. Eux aussi, ils faisaient ça le soir en arrivant à la maison, ils devaient regarder les conférences de presse. Donc, ils ont sûrement été influencés. Donc, est-ce que les hausses de salaire étaient nécessaires? Peut-être même pas. Peut-être c'est juste une récompense. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une justice au Québec? Croyez-vous encore au système judiciaire au Québec? Avez-vous toujours confiance à votre profession puis à votre association professionnelle? Bien là, je pense que ma lettre parle d'elle-même. Là. Ouais. Puis je pense que mon geste parle de lui-même aussi. Donc, si j'avais encore un peu de confiance, je serais resté. Si j'ai quitté, c'est que la confiance est devenue nulle. Donc, absolument nulle. Et la confiance, en fait, j'ai voulu avoir confiance dans le système. Hein? Donc, comme je vous ai peut-être dit, j'ai moi-même représenté des professionnels en matière disciplinaire. J'ai moi-même participé, et là, on remonte au printemps 2021, j'ai collaboré avec l'avocat qui était en charge du dossier, le pourvoi en contrôle judiciaire, là, qui était, à l'époque, c'était la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Donc, et je ne veux pas me donner trop de crédit là-dedans, j'ai travaillé comme sous-traitant pour l'avocat Dominique Desjarlais, qui était en charge du dossier. Donc, moi, je voulais que la Cour supérieure du Québec utilise son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Ça, c'est un pouvoir que la Cour supérieure a, le pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, la Cour supérieure pouvait casser les décrets qui ont été pris par le gouvernement. Et moi, je croyais qu'il fallait que le débat ait lieu. J'avais confiance. Ouais. J'avais confiance que la Cour supérieure allait jouer son rôle. Et là, petit à petit, quand j'ai vu qu'il ne se passait rien, il y avait des délais, puis finalement que le pourvoi a été rejeté sommairement, et ça a pris plusieurs années, il a été rejeté sommairement par la Cour supérieure en juin 2023, si je me souviens bien. Après ça, permission d'appel refusée en cour d'appel en janvier 2024, si je ne me trompe pas. Et là, il y a une demande de permission d'appel devant la Cour suprême qui... Enfin. On ne verra probablement pas le jour. Non, je n'y crois pas du tout. Donc, j'ai voulu y croire. Je ne suis pas quelqu'un qui, à la base, ne croyait pas dans le système. J'ai voulu faire ma job, j'ai voulu être un avocat intègre. Et là, je me rends compte que l'intégrité, elle me commande de me retirer, tout simplement. Moi, je salue ça énormément. Vous pensez quoi, M. Fontaine, il y a eu dernièrement, là, on adopte à petite couture des lois de censure que le gouvernement adopte afin de s'assurer que le narratif dominant demeure un narratif dominant. Quand on voit ces lois de censure-là, je pense au projet de loi, en fait, ça a été adopté, là, le projet de loi C11 à l'époque est devenu la loi du CRTC. On pense au projet de loi Netflix. On pense à tous ces projets de loi là, qui émanent un peu partout, là. Que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays. Vous pensez quoi de ces lois de censure-là? Bien, écoutez, ce qu'on appelle le récit officiel, le récit gouvernemental, qui est le même partout dans le monde, malheureusement, dans le monde... il y a eu des petites exceptions, là, mais globalement, là, tous les pays sont alignés sur un récit. Comme je vous ai expliqué, le récit, selon moi, il est complètement faux. Il est trompeur, il est frauduleux même. Donc, et ce récit-là, si on avait permis aux citoyens de voir l'autre côté de la médaille, tout à l'heure, vous parliez là, du côté, je pense, de la version B, ou... donc on nous a présenté la version A, et il a été impossible de contester la version A, et la version B ou les autres versions, on les a systématiquement censurées. Mais ça, il faut que ça continue pour ceux qui profitent de ce récit-là. Parce que dès qu'on va permettre aux gens d'entendre la version B ou les autres versions, puis moi je le sais parce que j'étudie ce dossier-là depuis 4 ans, le récit va être démoli parce que c'est tellement évident, la fraude est tellement évidente, si on se donne la peine d'examiner les faits, ce que moi j'ai fait puis que d'autres ont fait, ils n'ont pas le choix d'aller toujours plus loin dans la censure, dans la répression, parce qu'il ne faut pas que la vérité soit révélée. C'est clair. Vous allez faire quoi maintenant
professionnellement? J'ai des projets comme ça, mais je ne rentrerai peut-être pas dans les détails, mais j'ai des projets. Puis je suis convaincu qu'il y a des occasions qui vont se présenter. Puis je suis convaincu que quand on est du côté de la vérité, puis qu'on agit avec intégrité, on va être rémunéré au centuple, comme on dit. Ouais. Donc j'ai confiance en la vie, j'ai confiance par rapport au futur. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous ce soir. Merci pour votre transparence, merci pour votre posture et merci pour vous tenir droit pour la vérité. Ça me fait très plaisir, M. Denis. Merci de m'avoir invité. Bonne fin de soirée. Au revoir. Vous savez, des personnalités comme M. Fontaine, on devrait en avoir plus dans notre société. Peut-être que si on en avait plus dans notre société, la société se porterait mieux et il y aurait peut-être moins de mensonges, justement. Et je veux saluer le courage de M. Fontaine, le courage de se tenir pour ses convictions. Et j'en parle dans ma conclusion ce soir. C'est important d'avoir des gens. C'est des gens qui se tiennent pour la vérité. Malheureusement, c'est des voix contraires et solitaires qui viennent en encontre d'un narratif qui est dominant et qui veut dominer. Et on veut saluer le courage et je vous invite peut-être même à aller sur sa page Facebook, de le fureter sur le web, de le retracer, d'envoyer des petits mots d'encouragement après un geste comme il a fait, un geste comme celui-là.